Du 8 au 15 novembre prochain, le Collège MREX s'envole pour la 4e édition de son voyage annuel et ce, sous le thème de l'ère des bâtisseurs. Cette année, on sera au Planet Hollywood à Cancun. On soulignera nos 10 ans du Collège MREX. On va mettre la totale pour la soirée tapis rouge, puis on va se prendre pour des stars de l'immobilier. Vous ne serez pas enfermés dans une salle de conférence pendant une semaine, là. On a 2 jours complets de formation avec l'équipe du Collège MREX, une demi-journée de Q&A et le reste du temps, là, c'est fait pour vous, pour rencontrer des participants, pour discuter, pour brainstormer, pour développer des relations d'affaires et peut-être même des partenariats. L'année passée, on a même vu des deals qui se sont faits dans la piscine. C'est une semaine complète entre investisseurs immobiliers passionnés dans un cadre exceptionnel avec tout inclus, le vol, l'hébergement, les repas, les formations et plusieurs extras qu'on va vous laisser découvrir sur place. Les places, évidemment, ils sont limitées, vraiment limitées, puis réservez la vôtre dès maintenant sur mrex.co/voyage. Bonjour tout le monde, bon mardi, content de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, avec Sacha Gauthier, on va parler des avis 274 et 275. On a déjà parlé des nouvelles dépenses de normalisation avec Mathias il y a quelques temps. Aujourd'hui, ces 2 avis-là, encore des changements importants au niveau de la construction modulaire et les suivis annuels de nos institutions financières. Donc, quelques surprises, quelques bons coups et bien évidemment, quelques petits éléments à vérifier. On retrouve Sacha à l'instant pour avoir tous les détails. Bon matin, Sacha. Comment ça va? Salut Jocelyn, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Content de te retrouver. Nouveau sujet aujourd'hui, bien évidemment, la CHL qui continue de retenir notre attention. 2 sous-sujets. Construction modulaire, donc on a parlé un petit peu avec Roxane il n'y a pas si longtemps que ça, mais là, ça va intéresser la SCHL. Et évidemment, suivi annuel auprès de nos institutions financières dans tout ce qui est abordabilité, je présume, entre autres, là, que tu vas vouloir nous jaser. Absolument. Le prefab et le traitement des révisions annuelles, tout ça vient se clarifier là, quelque peu au niveau de la SCHL et de ses exigences face aux prêteurs. On commence par le prefab. Oui, allons-y. Avis 274, construction modulaire. Dans le fond, la SCHL ouvre officiellement le financement de construction pour les projets multilogements en construction modulaire. Et ce, même si les modules sont fabriqués hors site, là. Donc, le modulaire traditionnel, tel qu'on le connaît, pour lequel il n'y avait aucune solution de financement pour le bridge intérimaire de construction jusqu'à présent, là, bien là, on a un pavé dans la mare qui nous vient de la SCHL qui dit, écoutez, c'est clairement une partie de la construction future. Et on va devoir trouver des solutions par rapport au financement intérimaire de ces projets-là. J'ai pris part à quelques projets moi-même au niveau du financement là, sur des projets modulaires préfabriqués, des projets qui se déploient à merveille, des super beaux projets. Par contre, ça se fait toujours en financement à terme. C'est avec une mise de fonds qui était considérable. C'est ce que Roxane nous expliquait il y a quelques semaines, là, parce que c'est pas mal plus difficile d'avoir des modules à l'usine, ça appartient à qui, etc. Le risque n'est pas le même. Là. Exact, tout à fait. Donc, oui, le financement se faisait avec des fonds privés, nos propres fonds. Parfois, le constructeur est impliqué là-dedans sous forme d'avancement quelconque. Donc, mais essentiellement à même nos propres fonds. Donc, c'est comme ça qu'on l'a du prefab autrefois. Et là, la SCHL vient d'ouvrir la porte à ce principe de financement. C'est bon. Disons qu'on a les ingrédients pour faire la sauce. On connaît les ingrédients, mais la sauce n'est pas encore faite. Ce n'est pas encore exécuté. Tout ça va prendre quelques temps avant que la sauce prenne, justement. Là. C'est bon. Ça se passe comme on parle d'un bridge de construction, là, je comprends que tu ne tournes pas tous les ingrédients, mais on peut probablement penser que les primes d'assurance vont être à peu près les mêmes que n'importe quel bridge de construction. C'est-à-dire les hausses qu'on a connues. Ça fait quoi? Ça fait 1 an à peu près maintenant, je pense? Exactement. 13 juillet. Presque un an. Donc, ce qui change, là, dans le fond, grosso modo, avec l'avis 274, c'est que les projets modulaires sont admissibles à l'APH et aux immeubles collectifs. C'est bon. Donc, on peut
on peut construire maintenant du modulaire et penser obtenir un prêt de construction avec la SCHL, assuré par la SCHL. C'est bon? Le fabricant de modulaire doit être situé au Canada. Je vous ai noté quelques points là, qui étaient dans l'avis. Il faut clairement démontrer sa capacité financière, opérationnelle et son expérience sur des projets similaires. C'est bon? Similaire dans le modulaire, il n'y en a pas des tonnes. Mais là, je vous parle du fabricant. Ah, du fabricant, OK. Exact. Pas n'importe quel fabricant peut se pencher pour être impliqué dans ce type d'opération. C'est comme un peu un constructeur qui a sa licence RBQ. Je veux dire, tu peux pas, avec ta licence, tu ne peux pas plancher sur un premier projet quand tu n'en as jamais fait. Tu ne peux pas faire un 12 demain matin. Là. Tu vas tranquillement, on n'a pas le choix. Exactement. Donc, pour les fabricants de modulaires qui sont déjà établis, ça va devenir possible. Les avances c'est ça la grande nuance. Les avances vont pouvoir couvrir des coûts engagés hors site avant que les modules soient installés sur le terrain. Très intéressant. Très intéressant. Bien sûr, la SCHL ajoute des contrôles du cautionnement d'exécution, du fabricant, parfois, des exigences d'assurance, puis des sûretés additionnelles. Là, clairement, il va y avoir non pas seulement des garanties immobilières, mais aussi des garanties mobilières au RDPRM sur les modules qui sont hors site. C'est bon? Tout ça est en vigueur. J'ai hâte de voir parce que souvent, pas toujours, là, évidemment, c'est propre à chaque entreprise, mais souvent, une entreprise va avoir déjà au RDPRM une hypothèque sur l'ensemble de ses biens, son inventaire. Là, si tu as des 2x4 qui sont rendus dans un module, le module n'est pas payé, il est payé. Ça pourrait constituer des beaux petits conflits éventuellement si jamais il y avait des bad luck. On ne le souhaite pas, là, mais c'est le genre de défi intéressant, je trouve, d'un point de vue juridique, là, des fois qu'on a devant nous, là, savoir qu'est-ce qui appartient au client, qu'est-ce qui appartient encore à l'usine, aux fabricants. Absolument. Puis je vous dirais, le fabricant, on va le voir plus loin, mais le fabricant va devoir céder ses droits, là, en quelque sorte. Il va faire partie de l'opération. C'est bon. Quand je vous dis on a des ingrédients, mais la sauce n'est pas faite encore, là, dans quelle mesure on va agencer tout ça. Parce que quand même, au bénéfice du fabricant, on s'entend, ça y ouvre un pan de marché complètement autre qui était très difficile à percer auparavant. Ça, ce qui vient de se passer avec cet avis-là, c'est majeur dans le marché. C'est extrêmement majeur pour la suite des choses. Ça va ouvrir la porte, oui, aux préfabriqués, très certainement. Le temps que tout ça... C'est des petites affaires comme ça là, qu'on n'entend pas du tout parler, là, qu'une chance qu'on a des experts qui suivent ça au jour le jour, mais ça n'a pas fait les médias ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est ça, c'est une brique pour une petite révolution dans 5-10 ans, là, c'est clair. Là. 100%. Donc, c'est une ouverture positive pour accélérer des projets de modulaire, mais la SCHL veut sécuriser son risque avant de financer des unités qui ne sont pas encore fixées sur le site. Parce que quand tout ça est fixé sur le site, il n'y a pas de problème. Il y a une hypothèque immobilière pour ça. Il y a des garanties déjà enregistrées. Mais pour le modulaire, c'est intéressant. Donc, tout ce qui va être hors site va pouvoir aussi être pris en garantie. Dont obtenir la garantie sur les modules et leurs composantes alors qu'ils sont hors du site. C'est bon. Donc, tout ce qui est le perfectionnement des sûretés là, au RDPRM, justement, le registre des droits personnels et réels mobiliers, tout ça, ça va faire partie de l'équation. Les banques vont s'ajuster. Avec l'aval de la SCHL, les banques vont s'ajuster et vont peut-être même en faire elles-mêmes une fois qu'elles vont avoir pris leur air d'aller. On s'entend que la locomotive, là, on lui a donné le feu vert. Le temps que tout ça se mette en branle va prendre du temps. Mais une fois que la SCHL va avoir bien établi ses conditions, ses paramètres avec les prêteurs agréés, bien, tout ça va aller de l'avant quand même assez rapidement. Et ça va devenir vraiment une façon de construire, à mon sens, qui va prendre de plus en plus d'ampleur, étant donné les coûts associés à la construction traditionnelle, là, qui sont toujours de plus en plus élevés. Ce type de construction va prendre de plus en plus de place. Donc, ça, c'est comme c'est comme si on ouvrait la porte. Là. Tu sais, comme les chevaux sont alignés là, pour faire la course, là, on ouvre la porte et ça va partir, mais ça va prendre un petit peu. Faut laisser du temps. Il faut laisser le temps au temps pour que ça se fasse et ça prenne toute sa forme. C'est bon? Donc, clairement, là, puis elle nous mentionne dans le guide du prêteur, là, ça nous mentionne l'accès au module en usine ou en entrepôt, ça va faire partie d'une convention avec le prêteur.
le prêteur va avoir accès à tout ça. Donc, le fabricant va travailler en collaboration étroite avec le fabricant. Le prêteur va travailler en collaboration étroite avec le fabricant. La prise de possession des modules en cas de défaut, ça va faire partie des options qui vont être données au prêteur en cas de défaut, justement. Donc, l'exercice des recours du prêteur vont être possibles même si les modules sont encore à l'usine, par exemple. Ça, c'est clairement établi, c'est clairement écrit noir sur blanc. Donc, c'est super intéressant, mais c'est ça, c'est toutes les nouveautés. Bon, oui, les banques vont s'ajuster, mais c'est le droit notarial qui va changer, c'est les contrats avec les avocats, c'est un paquet de réformes à mettre en œuvre sur papier avant de pouvoir l'exercer en pratique, là, vraiment, puis de monter des modules avec ce programme-là. Là. Exact. Une petite période d'adaptation, mais c'est super intéressant. Puis derrière ça, puis en fait, ce sujet-là me passionne beaucoup parce que j'en ai fait. J'étais toujours le premier à dire oui, ça, je vais m'en occuper, il n'y a pas de problème, sur des prêts à terme. Puis on trouvait même des façons créatives de le monter en allant chercher du financement XY pour pallier au manque là, à gagner parce qu'un 12 logements à 3 millions, ben, il faut avoir une marge de 3 millions ou des liquidités de 3 millions, sinon on ne monte pas. Là. Parce que le prêt il arrive quand tout ça est fermé et loué. Aujourd'hui. Ben, exact. Là. Puis sinon, ben, un peu de prêteurs privés et autres, là, mais dans les calculs de coûts, là, toi, tu me parles de 100%, donc ça nous disait au moins 50%, voire plus. Fait que ça, on est à peu près là. C'est large, 50% de marge, mais on est à peu près dans les mêmes eaux, au sens où il faut être capable d'en assumer beaucoup pour longtemps. Ben, c'est-à-dire que, oui, un bridge pour. Puis, il faut dire que le modulaire, il y a une section du code qui traite. C'est tout à fait légal, conforme et codé. Là. C'est tout à fait. Lorsque c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a absolument aucun enjeu. C'est très solide, conforme, esthétique. Bref. Mais oui, il y avait des options de bridge qui étaient disponibles, mais en rapport d'avancement, là, quand nos modules arrivent sur le site, ça passe du terrain, dans le fond, puis d'une fondation à peut-être 75% d'avancement. Une fois que tout ça est le fabricant va vouloir être payé avant ça. Au moins, en partie, c'est normal. Il n'y a pas personne qui veut avancer autant en termes de main-d'œuvre et en termes de matériel, puis livrer un 75% là, avec 0$ avant ça, ça n'a pas de sens. Exact. C'est pour ça que le bridge n'avait pas vraiment lieu auparavant. Donc voilà, la porte est ouverte. Il y a BCH aussi qui va, Build Canada Homes, qui va venir peut-être participer à ça en se portant garant peut-être à certains niveaux sur des projets d'ampleur de modulaire. Absolument. Ça, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire, l'organisation. BCH. Bâtir Maison Canada, qui a changé de nom, mais pendant les élections, c'est cette mauvaise traduction-là. C'est ça, exactement. Donc comprendre que les builders qui s'intéressent au modulaire aujourd'hui vont être au-devant de la parade si peuvent. C'est ça qui sous-tend la vie 274, c'est qu'il y a du changement dans l'air. Puis, soyez au-devant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça devient de plus en plus accessible. C'est bon? Excellent. Le modulaire a plein de bels avantages, notamment au niveau de la qualité, d'avoir un standard de qualité d'usine qui est toujours le même, qui est répété, contrairement à une construction en bois lousse. Il y a des très bons constructeurs, mais je veux dire, on sait qu'il est arrivé des bad luck, pour ne pas le nommer Trigone. Quand tu as de l'eau qui rentre dans ta laine, tu recommences au complet. Ou bien, c'est en un qui a un peu de mauvaise foi, il referme les murs avec la laine mouillée dedans. Ça, c'est une autre histoire. Mais ça n'arrive pas en usine normalement parce que tout est fermé déjà de facto avec un toit au-dessus de la tête. Pas mal plus simple. Tous ces avantages-là aussi dans le modulaire là, qui pourraient nous amener une belle qualité supplémentaire. Puis bon, les coûts pour l'instant sont quand même assez élevés, mais normalement, une construction plus en chaîne, qui n'est pas au coût de la construction à RBQ, devrait permettre, une fois que la demande va être là, une diminution des coûts de production, puis après ça, une amélioration générale sur l'abordabilité des différents projets. Absolument. Puis, j'ai hâte de voir. Puis là, tu le mentionnes, mais aussi les gens, les travailleurs en usine qui ne sont pas cartés. Là, on parle de CCQ. Dans un espace où. Je veux dire CCQ, tu as raison, excuse. Exact. Puis dans un espace où il manque de main-d'œuvre à la base, en construction, peut-être que le modulaire peut venir atténuer ce manque de main-d'œuvre-là qui sont cartés à travailler et des professionnels aguerris à travailler sur des chantiers. En lousse, là, disons, il y a très certainement des pans de murs, des fermes de toit qui arrivent en préfabriqué de toute façon sur nos chantiers aujourd'hui. Mais de travailler en usine sur du préfabriqué modulaire, ça ne requiert pas d'être carté aujourd'hui, si on peut
dire comme ça, là, d'être licencié. Donc, peut-être ça nous amène vers une offre d'emploi qui est disponible pour plus de gens et ça va venir alléger justement la main-d'œuvre qui est déjà en pénurie dans le domaine de la construction. Bref. Et aussi venant avec à moindre coût, très certainement, quelque peu. Voilà. Passons à notre deuxième sujet. On voulait parler des suivis annuels des institutions financières sur les différents prêts qui sont effectués. Obligation aujourd'hui, on le sait, de la SCHL, ce qui ne doit pas aider les banques, évidemment, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Puis on connaît le volume de dossiers qui s'accumulent auprès des institutions. Je pense que c'est un facteur, mais si jamais il y a eu un peu de lousse de données, c'est ce que j'espère que tu vas nous dire, ça va peut-être aider nos banques à être plus rapides dans la prise en charge et dans la sortie des dossiers, finalement. Je me croise les doigts. Quelque peu d'allègement, mais on parle surtout d'administration, du servicing, de l'administration des prêts, surtout en termes de révision annuelle, parce que on l'oublie souvent, mais un prêt qui est assuré par la SCHL et doit se conformer à toutes les clauses du certificat d'assurance. Donc, requiert une révision annuelle qui est quand même plus exhaustive qu'un prêt conventionnel, par exemple. C'est bon? Les prêteurs auront davantage d'autonomie sur certains suivis, mais aussi plus justement, dans cette autonomie-là, vont pouvoir déclarer des prêts qui ne sont pas conformes auprès de la SCHL et ce, beaucoup plus rapidement. C'est assez intéressant là, ce qu'ils ont sorti, mais ça leur donne un guideline très, très, très clair, en fait, sur comment agir à propos de prêts qui seraient en défaut d'APH Select, par exemple, en défaut technique de l'attestation. C'est bon, pas en défaut de paiement, mais en défaut technique de l'attestation d'assurance. On peut penser en termes d'exemple de défaut, là, une construction, plutôt achat en efficacité énergétique. Il y avait des travaux de prévus, par exemple, installer des thermopompes. Les travaux n'ont pas été faits. C'est un cas de défaut. Abordabilité, on avait prévu, je ne sais pas moi, 3% d'augmentation avec le TAL une année, disons que c'est ça le pourcentage. On a donné 4,5, mais clairement, il y a 1,5 d'écart qui fait en sorte qu'on crée un défaut. Voilà. Puis, vu que tu nommes ça, on y va directement avec ça. Voici ce qui est à retenir, OK? La SCHL a clarifié ses conséquences si un emprunteur ne respecte pas ses engagements d'abordabilité, d'efficacité énergétique ou d'accessibilité. Accessibilité, on passe, parce que si c'était accessible le jour 1, ça va le demeurer techniquement, à moins de vraiment apporter des modifications à l'édifice. Mais non-conformité d'efficacité énergétique. Regardez bien ça, c'est pas compliqué. On a une date à respecter qui est au COI. Si ce n'est pas fait, il n'y a aucune période de grâce. Le prêt est automatiquement en défaut technique. Oh. Exact. Et rapporté à la SCHL. Aucune journée. Si je devais me conformer avant le 31 juillet et au niveau de mes rénovations énergétiques et je ne l'ai pas fait sur mon prêt X, le prêteur doit envoyer un avis de non-conformité à la SCHL pour ce prêt-là. C'est bon? Et il se passe quoi ensuite? Parce que normalement, quand un prêt tombe en défaut au niveau du COI, il va tomber en défaut au niveau de l'institution, donc vraiment le prêt en tant que tel entre l'individu, la compagnie et l'institution bancaire. Et un prêt qui tombe en défaut permet à l'institution de rappeler l'ensemble de la somme prêtée immédiatement. Bon, en quelques jours, là, il y a quelques délais, là, mais je veux dire quasi immédiatement. S'il y a 2 millions qui a été prêté, c'est 2 millions qui est réclamé. Ça se passe quoi en tant que tel sur le terrain? Est-ce que tu as une idée? Oui, on a une idée. Ça ira pas là. Pas pour l'instant. Au moins. Ça ira pas là. Donc, on écarte cette voie-là, tout simplement. Mais ce qui arrive, c'est que les demandes, puis ça d'ailleurs, c'est déjà arrivé sur certains prêts. On fait une demande de prêt, là, la SCHL dit non, l'emprunteur n'est pas conforme sur le prêt X. Parfait, c'est lequel? Donnez-nous de l'information. Puis là, on finit par trouver que oui, finalement, tu es en défaut, tu es en non-conformité sur de l'abordabilité sur un prêt X. Donc, il faut aller rectifier la non-conformité pour ensuite revenir et faire approuver la demande d'achat, par exemple. Donc, ce que ça fait, c'est exactement ça. Ça ne sera pas un rappel de prêt. C'est peut-être overkill. Ça va être le prêt va être mis en défaut technique, qu'on appelle.
par rapport à l'attestation, comme je le disais tantôt. Puis les demandes d'APH Select ou juste les demandes d'assurance prêt là, qui sont en cours vont être suspendues ou rejetées, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes en défaut sur un de nos prêts, on ne veut plus vous assurer, tout simplement. C'est clair. Ça a l'avantage, c'est clair. Exact. Mais mettons qu'on va plus loin. Sur le bâtiment qui faisait l'objet du défaut technique, l'emprunteur n'est pas capable de le rembourser. Est-ce que l'assureur va honorer sa promesse de payer l'institution financière ou pas? Le prêt continue tel que tel. C'est-à-dire que, l'assurance demeure en place, il n'y a pas d'annulation, de la protection. Au moins, ça me rassure parce que ça aurait été hautement problématique sinon dans le marché. Oui. Ça créerait vraiment un déferlement de conséquences qui serait comme insoutenable. Disons que la SCHL se dit, puis ça, on l'a mentionné beaucoup dans les radars, je veux dire, un engagement, c'est un engagement, tenez-vous à vos engagements parce que si vous voulez profiter des bienfaits de la SCHL et du levier, maintenez vos engagements tout simplement parce que ne pas maintenir ses engagements peut amener vers une porte fermée tout simplement. Et c'est ça qu'elle annonce aujourd'hui, clairement. Tu sais, quand on dit « feel the room, feel the vibe », c'est exactement ça. Là. Tu sais, ça, c'est très clair. This is good parenting. C'est comme, tu n'as pas répondu aux attentes qu'on t'a nommées, tu n'as pas tenu ton engagement, on te ferme la porte, on te dit non pour les prochains. C'est bon? C'est clair. Donc, c'est pour ça que je dis c'est de la bonne parentalité parce que c'est clair. Donc, l'emprunteur sait à quoi s'attendre s'il ne respecte pas son engagement tout simplement. Puis, pour revenir, tu sais, ça, c'était l'efficacité énergétique qui est très clair avec une date en construction ou en rénovation, en refinancement aussi ou en achat. On a toujours une date à l'attestation très importante à respecter avec un délai. Puis, en abordabilité, là, ça va être le devoir va être au prêteur à contacter l'emprunteur. Puis si ce n'est pas corrigé dans les 30 jours, le prêteur va pouvoir signaler le tout à la SCHL. Et le prêt va devenir non conforme. Il y a deux choses ici. Donc, l'emprunteur se doit d'être extrêmement diligent et s'assurer que tous ses prêts sont conformes vis-à-vis le prêteur. Parce que si le prêteur lui dit non, tu n'es pas conforme, c'est là qu'il y a un signalement qui peut être lancé à la SCHL. Par contre, le prêteur, lui, de son côté, ne veut pas avoir une liste qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge de prêts qui sont non conformes. On s'entend? C'est son devoir de respecter l'attestation. Puis si la liste s'allonge, il ne fait pas sa job de prêteur adéquatement. Je ne sais pas si vous me suivez dans la dynamique. Donc, les prêteurs vont vous aider à être conformes, mais il faut absolument, je vous dirais, soyez organisés, répondez rapidement, puis agissez en amont. Soyez hyper organisés par rapport à ça, histoire de le prêteur vous communique avec vous. Oui, ça fait suer certaines personnes les révisions annuelles, mais vous avez un prêt qui est assuré, il faut se conformer. C'est un petit peu plus de travail. C'est bon? C'est plus de travail pour le prêteur aussi. C'est des prêts qui sont un petit peu plus lourds. Ce n'est pas des prêts conventionnels. C'est bon? Puis par rapport à tout ça, pour finir, là, je vous dirais, ça c'est assez clair. Donc, on a compris, il n'y a pas de période de grâce pour l'efficacité énergétique. Puis l'abordabilité. Il n'y en a pas non plus si tes travaux sont en retard. Là. Je ne sais pas, moi, c'est ton entrepreneur en construction qui n'a pas eu le temps de venir. Contrairement à ce que tu as dit sur l'abordabilité, là, ça a été vite, mais tu as dit délai de 40 jours pour corriger. Si ce n'est pas fait, là, tu tombes en défaut. Qu'importe le motif en efficacité, c'est pas grave, il n'y a pas de délai, point. C'est ce que j'ai compris de tes explications. Aucune période de grâce. Ouais, c'est bon. Puis ça, c'est applicable aux prêts assurés actuels et futurs. Ça va? Évidemment, oui. Connaissant la SCHL, disons que c'est pas vraiment une surprise. Exact. Donc, puis pour terminer, il y a des aspects quand même positifs, OK? Ce qui change aussi au niveau de la SCHL, c'est que la SCHL n'exigera plus nécessairement que le prêteur collecte mensuellement les taxes foncières. Donc, il y a à peu près la moitié des prêteurs là, dans les prêteurs agréés de la SCHL qui demandent en plus du paiement hypothécaire une réserve pour les taxes municipales. C'est bon? C'est eux qui font la gestion des paiements des taxes. Et ça ne sera plus requis. Ça va?
Donc, le prêteur, puis la raison pourquoi c'est la moitié des prêteurs, c'est tout simplement une question d'interprétation interne du COI. C'est bon? Ils sont responsables ils sont responsables du fait que l'emprunteur paie ses taxes municipales et qu'ils ne sont pas en défaut à chaque année. Ça ne changera pas par contre. C'est bon? Donc, la gestion des taxes, la SCHL les en libère. C'est bon? Ceux qui le faisaient. Au moins. Exactement. Donc, vous n'avez plus la responsabilité de prélever un certain montant à chaque mois, en plus du paiement hypothécaire, pour gérer les taxes et faire les paiements annuellement. Ça va pour ça? C'est dans la cour de l'emprunteur. Mais lui de ne pas l'oublier. Exact. C'est quand même le prêteur qui va devoir vérifier si les taxes sont à jour. Là. Ça, il va le faire. Il va vous demander des preuves de paiement, des relevés à jour. Donc, ça va être dans votre cours. Vous devrez démontrer patte blanche, assurément. C'est bon? Puis, dernier point, les états financiers, plus de flexibilité aussi. Pour les prêts de 5 millions et moins, là, on va seulement réviser les états financiers pour les sociétés qui sont garantes là, sur le prêt une fois tous les 5 ans. Donc, ce qu'on va pouvoir remettre, là, c'est l'état des résultats comptables tout simplement annuellement. Puis, vous ne serez pas tenu de faire les états financiers pour des sociétés, par exemple, des coquilles ou peu importe, là, qui contiennent 1 ou 2 immeubles. Ça peut alléger le tout, mais sachez que pour un financement, par contre, ça ne change pas. On a besoin des états financiers 6 mois après la fin de l'année d'exercice. Donc, pour les prêts de 5 millions et plus, ça ne change pas, état financier à chaque année. Pour les prêts de 5 millions et moins, il y a une certaine flexibilité ici. On va les demander une fois aux 5 ans. Puis pour les prêts de 5 millions et plus, on va quand même donner plus de temps pour produire les états financiers avant que le prêt soit en défaut technique, comme je disais tantôt, là, en défaut de non-conformité. Donc, ça va être de 4 à 12 mois après la fin d'exercice. Donc, plus de flexibilité à ce niveau-là pour ne pas justement mettre des prêts en défaut alors que c'est juste une question de semaines ou de mois là, pour recevoir les 10 états financiers. Puis pour ceux qui ont des prêts au personnel, qui détiennent des immeubles personnellement, on va la valeur nette à jour, le détail des propriétés, les revenus et dépenses, ça va être suffisant là, pour remplacer les états financiers, disons. Là. Aussi aux 5 ans, c'est ce que je comprends. Oui, ou à chaque année. Mais ça, c'est beaucoup moins demandant. Là. D'ailleurs, en tant qu'investisseur, c'est ça. Vous devriez toujours avoir votre bilan personnel qui est tout simplement mis à jour. Là. On ne recommence jamais à zéro. Ben, oui, 1, puis 2, parce que ça permet aussi de voir est-ce qu'on s'en va dans la direction de nos objectifs. Là. Le concept de base, normalement, en immobilier, c'est qu'on achète moindrement régulièrement des immeubles. Fait que, pour clore ça, je sais que c'était quand même beaucoup d'infos aujourd'hui, là, mais la vie 275 donne plus de flexibilité aux prêteurs, mais aussi à resserre les conséquences liées aux engagements APH Select qui sont non respectés. Les conséquences sont claires. Là, donc, elle a clarifié un petit peu le jeu là, pour les prêteurs, à savoir comment évoluer, comment réagir, puis quoi faire aussi s'il y a un cas comme celui qu'on a nommé qui survient. Puis, belle ouverture pour le modulaire avec la vie 274. Clairement. Mais ça, en même temps, pour les conséquences des cas de défaut, quand même une bonne nouvelle, c'est moins pire que ça pourrait être en termes de droit pur. Là. Mais 2 aussi, on s'entend là, être bloqué sur des futurs prêts SCHL ou sur des prêts en cours de financement ou de renouvellement, dépendamment. Là. Dans un cas, ou plutôt dans un contexte où on sait que la SCHL a le monopole, je pense que c'est suffisamment pénalisant en soi. Mm-hmm. Puis, pas comme si on était dans un contexte où le conventionnel pouvait vraiment prendre la place de la SCHL. Ça n'arrivera pas, on le sait. Exact. Puis ça fait prendre en considération aussi que c'est votre plus grand partenaire financier qui vous aide à grandir. Donc, respectez vos engagements que vous avez avec lui. Puis là, ça fait considérer aussi, ouais, c'est vrai que je ne peux pas vraiment m'en passer de la SCHL. Merci. Un petit merci en passant. Puis vous la remerciez en respectant vos engagements tout simplement. Puis la vie continue. Tout le monde est content. Très content d'avoir été là avec toi justement aujourd'hui, Sacha. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Plaisir.